Mais pendant ce temps-là, le petit embryon, quand il voit arriver une blouse blanche, il sait que c'est pour le déchiqueter. Donc notre civilisation est en péril. Elle est 2 fois en péril, à cause de l'hédonisme et à cause de l'islamisme. La lèpre populiste. Et moi je réponds à Emmanuel Macron, je suis populiste, j'ai ma crécelle. Naturellement, vous avez reconnu Philippe de Villiers. Cette interview, nous l'avons réalisée il y a quelques jours sur ses terres, dans son bureau au Puy du Fou, à l'occasion de la sortie de son dernier livre, Clovis. C'est la 3e fois que Philippe de Villiers reçoit RITV sur ses terres. Interrogé par ma consoeur Jeanne Smith, Philippe de Villiers parle bien entendu de Clovis et de la mission divine pour la France qu'il a eue à cette époque. Mais si vous le voulez bien, nous allons commencer par ce que Philippe de Villiers souhaite dénoncer en tout premier lieu. Il parle d'une hypocrisie qu'il juge terrifiante, ce que la société vous réserve selon que vous soyez un animal ou un embryon futur nouveau-né. Je dirais que nous vivons 2 bouleversements de civilisation en même temps. La disparition de la frontière physique. On appelle l'Europe l'espace sans frontières. Et quand vous avez la disparition de la frontière physique, le citoyen disparaît et est remplacé par un consommateur compulsif sur un marché planétaire de masse qui est la nouvelle patrie des élites. Donc tout bascule. Nous y sommes. Cette évolution conduit à la marchandisation de tout, y compris de la vie. Le deuxième bouleversement consiste à faire sauter la frontière anthropologique. 3 exemples. Le premier, c'est la frontière entre la vie et la mort. Aujourd'hui, quand un vieillard voit entrer une blouse blanche avec une seringue, il peut se poser des questions. Tout est possible. On est tout près de l'eugénisme d'Hitler. On voit bien que l'euthanasie petit à petit progresse. Hippocrate, réveille-toi, ils sont devenus fous. Deuxièmement, la frontière entre les sexes. Nous sommes tous appelés à devenir des hermaphrodites. Et troisièmement, la frontière entre l'animal et l'homme. C'est sans doute l'évolution la plus spectaculaire, puisque en fait l'animal, peu à peu, est doté d'un statut de sujet de droit. C'est inouï, mais c'est ainsi. Au moment même où l'embryon humain devient un objet d'expérimentation. En d'autres termes, j'ai pris une image que je vous livre volontiers. Les pandas du zoo de Beauval ont beaucoup plus de chances que le petit embryon de Juvisy, ou d'ailleurs. Les pandas du zoo de Beauval sont menacés, on le sait, et ils ont la visite de Mme Macron, qui les prend dans ses bras. Et quiconque toucherait au panda de Beauval ou à un embryon de panda de Beauval, un petit panda, serait accusé de crime. Mais pendant ce temps-là, le petit embryon, quand il voit arriver une blouse blanche, il sait que c'est pour le déchiqueter. Le petit embryon humain. Et lui, il n'a pas la visite de Mme Macron. Il y a là une injustice spectaculaire et qu'il convient de relever pour la dénoncer. Parce que ça nous mène très loin. Vous savez qu'il y a un nouveau mot qui vient d'apparaître, c'est le militantisme animalitaire. Je ne veux pas faire de dessin sur le chemin qu'on est en train d'emprunter, mais c'est monstrueux. Et face à cette monstruosité, patience, providence, action politique, est-ce que vous avez des idées d'avenir ? Alors moi, je pense qu'un peuple, d'abord, se lève et ne réagit que lorsqu'il est dans une impasse.
le jour où le mondialisme hédoniste aura face à lui le mondialisme islamiste, aujourd'hui, ils s'entraident, ils se détestent dans un face-à-face où ils se nourrissent l'un de l'autre. Mais un jour, ils vont s'affronter. Et peut-être que de cet affrontement va naître une prise de conscience. Aujourd'hui, la plupart des gens sont dans l'assoupissement, l'affaissement mental, le vivre ensemble, l'accueil de l'autre. Je dois dire que L'hospitalitas. les hiérarchies culturelles, spirituelles, toutes les hiérarchies contribuent à cet amollissement général. On ne veut pas voir. Voilà. Mais il y a un deuxième élément de la réponse. C'est qu'en réalité, c'est l'application de la phrase de Solzhenitsyn qui m'avait dit ici même, en 1993, aujourd'hui les dissidents sont à l'ouest, ils vont passer à l'est. C'est ce qui s'est passé. C'est ce qui est en train de se passer. Il y a des isolats, comme dirait Jean Raspail, des catacombes, des cellules de résistance qu'on ne voit pas, parce qu'elles sont invisibles à l'œil nu, et qu'elles s'entretiennent et s'épanouissent dans le silence. Ce ne sera donc pas forcément une bataille politique électorale. Ça sera une bataille métapolitique d'abord. Parce que pour se battre, il faut avoir du cœur au ventre. Pour avoir du cœur au ventre, il faut savoir pourquoi on se bat. Où est l'ennemi ? Si on considère par exemple que l'islamisation galopante est une des vertus de la société multiculturelle qu'on nous promet, alors on ne voit pas que la société multiculturelle va produire une société multiconflictuelle et multidéculturée. Mais les chrétiens d'Orient, eux, qui ont cette expérience, savent et nous prédisent ce qui va se passer. Voilà. Vous savez, il y a deux sortes de gens, il n'y en a pas trois. Il y a les élites qui sont translucides et le peuple qui, bien souvent, reste lucide. Entre les lucides et les translucides, c'est toujours les plus lucides qui gagnent à terme. Les translucides sont liquidés. Pour revenir à Clovis, Clovis est baptisé, la France devient fille aînée de l'Église. Je me suis posé la question, pourquoi Constantin baptisé n'a-t-il pas fait de Constantinople le fils aîné de l'Église? Oh ben c'est une longue histoire. Moi, je n'irai pas sur ce terrain parce que, bon, voilà, pourquoi on ne mettrait pas Paris en bouteille, bon. Tant mieux pour nous, tant mieux pour la France. Ce qu'il faut bien voir, c'est que Clovis, pour élargir votre question, Clovis est deux fois un roi fondateur. Premièrement parce que, en délivrant la Gaule de l'arianisme, après avoir battu les Alamans, les derniers Romains de Syagrius et puis les Visigoths, il combine des territoires, des peuples et des royaumes qui vont dessiner la France. Et la deuxième raison, c'est que Clovis est un continuateur, le continuateur de la romanité. Immédiatement après Vouillé, il est convoqué à Tours, et dans la basilique, il se voit remettre le titre de consul par l'empereur de Constantinople, le titre de consul, la chlamyde de pourpre et le diadème du princeps, c'est-à-dire qu'il est vice-empereur. Et donc, je tangente votre question, il y a l'empereur de Constantinople, la pars orientalis qui demeure, et qui va demeurer encore un certain temps, et il y a la pars occidentalis qui a disparu. Et celui qui va remplacer la pars occidentalis, 5 ans après la chute de Romulus Augustule, enfin un peu plus tard, en 508, 5 ans après la chute de Romulus Augustule, c'est quand Clovis arrive, qu'il est hissé sur le pavois,
Vous voyez dans quel esprit il peut se trouver, puisqu'il n'y a plus d'empire. Donc, ce qu'il va devenir. Eh bien, en 508, il reçoit une lettre d'Avitus, l'évêque, qui lui dit « Votre foi est notre victoire ». Votre foi, c'est-à-dire la conversion, et notre victoire, la victoire contre l'arianisme. Et donc, en fait, c'est en cela que le baptême de Clovis est le baptême de la France. Parce que si Clovis n'avait pas existé, la France, enfin, la Gaule fut arienne. Et donc la France n'aurait jamais existé, en tant que fille aînée de l'Église. Et voyez-vous tout de même un avenir pour cette France? Un avenir de France? Pour savoir de quoi il fait l'avenir pour la France, il faut se souvenir qu'à chaque fois qu'on l'a cru perdu, il y a eu un sursaut. Mais avant chaque sursaut, il y a eu un moment de désespérance. Bernanos disait l'espérance, c'est un désespoir surmonté. Et quand vous regardez bien les moments les plus délicats de l'histoire de France, évidemment, on pense à Jeanne d'Arc après le traité de Troyes, quand la France a été livrée aux Anglais, c'était fini, etc. Voilà, moi je me raccroche à ça. De toute façon, la question ne se pose même pas. Quand on aime son pays comme nous l'aimons, il faut lutter, lutter, lutter. Vous savez, quand Tariq est arrivé à Tolède, les Tolédans ont compris qu'il allait s'installer pour longtemps. Il aura fallu 7 siècles aux Tolédans, 7 siècles, pour se délivrer du joug de l'islam. Quand on parle avec Orban, quand on l'écoute, de quoi parle-t-il? De la bataille de Moax en 1526. Lui, il sait ce que c'est que l'occupation islamique. Peut-être faudra-t-il une bonne dimitude, une vraie dimitude qui nous guette pour que les Français, dans la souffrance et la déréliction peut-être, reprennent pied et retrouvent une espérance française. Mais l'hésitation que j'ai mise à vous répondre montre que nous sommes quand même très tard, parce que je pense qu'il y a quelque chose qui est tout à fait nouveau par rapport à tout ce que nous avons connu, c'est que cette fois-ci, la hiérarchie de l'Église catholique, avec le pape François, a décidé d'imposer la société multiculturelle à toute l'Europe. Donc c'est l'antidépente. Les musulmans avancent et ils sont soutenus au nom de Nostra Aetate. Ils sont soutenus par ceux qui devraient mettre en garde les derniers chrétiens. Donc notre civilisation est en péril. Elle est 2 fois en péril, à cause de l'hédonisme et à cause de l'islamisme. À cause de l'hédonisme, c'est la décivilisation, la désaffiliation, l'homme nomade, déraciné. Et à cause de l'islamisme, la grande avancée de l'islam, la colonisation de l'Europe par l'islam, soutenue par toutes les hiérarchies, toutes sans exception. Donc, il faut appeler les uns et les autres à la résistance intellectuelle. Avant de se battre, il faut comprendre ce qui se passe. Comprendre qu'on est face au grand concours
des plus belles lâchetés. Mais c'est toujours comme ça. Les élites ont toujours fait faillite. C'est le peuple. Ce concours improbable, des médailles de Massabielle et des tatouages de Johnny, des conservateurs, les Gaulois, tous ceux qui aiment la France à leur manière, qui ne chantent pas forcément les mêmes chansons, mais qui chantent au fond de leur cœur le même hymne. Et cet hymne, c'est « La France ne mourra jamais ». On dit le populisme. Incroyable. La lèpre populiste. Et moi, je réponds à Emmanuel Macron, je suis populiste, j'ai ma crécelle. Je l'agite sous vos yeux. Et la crécelle, ça veut dire quoi? La crécelle des populistes, ça veut dire, c'est le cri d'appel des peuples qui ne veulent pas mourir. Nous sommes tous des populistes. Merci Philippe de Villiers. Voilà.